best we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Algérie Focus est le premier journal interactif créé en Algérie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait entendre une autre musique du côté du traitement de l'information en Méditerranée. La preuve, parmi les grands pays d'Afrique du Nord, l'Algérie a échappé aux fourches codines du FMI, le gendarme de la finance mondiale. Pourtant, le journal en ligne nous explique que le FMI pourrait booster l'économie et surtout contribuer à la stabilité politique avec la fin des années Bouteflika. Lire qu'un accord entre un pays et le FMI offrirait de belles perspectives d'avenir est assez rare pour le mentionner et c'est à lire sur le site Algérie Focus. Les titres de votre 20h. La Corse, rebelle ou patriote, c'est le regard du 20h avec les journalistes Marie-Joseph Harry-Guilandine et Sébastien Pisagne. Le Testament du bonheur, un objet littéraire non identifié. Son auteur, Robert Colonna d'Istria, est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Robert. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur le plateau de Pendant le 20h. Le Testament du bonheur, le nom sonne bien, en ces temps troublés, en ces temps d'incertitude. Alors, c'est votre dernier ouvrage édité aux éditions du Rocher. Selon le magazine Livre Hebdo, il y a 562 ouvrages édités cette année. Alors, la curiosité des lettres fait que vous proposez 52 ouvrages, 52 critiques de livres réunis dans un seul ouvrage, avec une particularité un petit peu essentielle, importante, Robert Colonna d'Istria, c'est que ces ouvrages n'existent pas. Ils existent puisque c'est moi qui les ai inventés. Donc, je leur ai donné vie. Voilà, donc je me suis amusé. Comme mon métier est de faire, un de mes métiers est de faire des critiques littéraires, je me suis dit, tiens, je vais essayer de critiquer des livres qui n'existent pas. Et donc j'ai choisi, j'ai créé, j'ai inventé, j'ai imaginé 52 livres dont je parle dans ce petit recueil. Alors on sent, je vais le dire clairement aux téléspectateurs, on sent un véritable plaisir, même un bon plaisir, Robert Colonna d'Istria. Le jeu littéraire, le jeu JEU, c'est ça qui a aussi animé votre plume ? Oui, c'est un jeu littéraire, c'est un jeu de l'esprit, c'est un jeu avec les mots, c'est un jeu et c'est de la jubilation, parce que je crois que le plaisir, je crois que le jeu, c'est une bonne façon de faire passer ce qu'on a envie de faire passer. Parce qu'au-delà de ce jeu, je raconte un peu notre vie, Je raconte un peu qui nous sommes, je parle un peu de notre époque, je parle un peu de ce qu'est la création littéraire, ce qu'est la lecture, pourquoi on écrit un livre, pourquoi on aime lire un livre, pourquoi on prend du plaisir, pourquoi on prend du plaisir à relire un livre. Et je raconte tout ça, mais je le raconte en rigolant et d'une façon extrêmement légère. Et j'ai trouvé cette idée amusante de parler de livres. Donc, j'en parle en 3 à 4 pages, c'est toujours très rapide, toujours très plaisant, je crois. Enfin, en tout cas, on ne se lasse pas. Et si on trouve ça ennuyeux, ça ne dure pas longtemps et on passe à quelque chose d'autre qui est très différent. Mais on s'aperçoit à la lecture qu'il y a une unité quand même dans ce qu'on raconte. On retrouve les mêmes personnages, on retrouve les mêmes références, les mêmes obsessions, les mêmes idées fixes. Oui, on se dit, tiens, c'est les mêmes thèmes. On se dit, tiens, ça continue. Mais on ne s'ennuie pas. Enfin, je crois qu'en tout cas, encore une fois, si on s'ennuie, on peut assez vite passer à autre chose. Vous disiez qu'il y avait le plaisir, évidemment, dans l'écriture. On entend également, alors c'est vraiment particulier à la lecture, on entend votre rire. Parfois, sous votre plume, on entend votre rire. On sent que vous êtes amusé à l'écriture. Vous questionnez, vous l'avez dit, la création littéraire. C'est important. Il y a, pour moi, à mon humble avis, 3 piliers. La création littéraire, le rôle également, le rôle du critique littéraire, et également quelque chose qui est un peu plus sous-jacent, c'est la lecture. Vous questionnez le lecteur, ce que peut provoquer le processus de lecture également. C'est léger tout ce que je fais. Vous avez l'air de dire que je théorise sur tout ça. Ce sentiment-là, en tout cas, derrière une apparente légèreté. Absolument. Ça y est, certainement. Et la question, effectivement, que je me pose, c'est de me dire, mais pourquoi aime-t-on un livre ? Pourquoi est-ce qu'on veut d'abord lire un livre ? Et quel mécanisme est en jeu ? Je parle en l'occurrence de la littérature, mais je pourrais de la même façon parler de la musique ou parler de la peinture. Pourquoi est-ce qu'on peint ?
un tableau? Pourquoi est-ce qu'on aime regarder un tableau peint? La réponse n'est pas simple. Et elle n'est pas plus simple concernant un livre. Pourquoi aime-t-on lire un livre? Alors, on aime entendre, se voir raconter une histoire, on aime la musique de l'auteur, on aime se replonger dans un milieu, on aime avoir un témoignage, on aime avoir un regard particulier. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Ça change d'ailleurs au fil de la vie, ça change d'une personne à une autre. Et j'essaye non pas d'en donner pour tout le monde, parce que ça serait absolument impossible, mais j'essaie de réfléchir à tous ces aspects de la lecture et également de réfléchir donc, de l'autre côté, sur les mécanismes de la création littéraire. Pourquoi est-ce qu'on écrit un livre? Pourquoi est-ce qu'on décide de raconter une fable avec des animaux? Pourquoi est-ce qu'on décide d'écrire une pièce de théâtre? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un scénario de théâtre? Pourquoi de cinéma? Pourquoi est-ce qu'on fait un recueil de nouvelles, etc. Pourquoi est-ce qu'on se donne des contraintes quand on veut raconter une histoire? Mais c'est vrai que toutes ces questions sont présentes, qu'elles ont une matière intéressante, je trouve, qui est notre époque, qui est notre temps, parce qu'on arrive à un moment où tout a été écrit, où tout a été dit. Vous considérez que tout a été écrit aujourd'hui? Vous savez, on est arrivé à une période où, à un moment donné, il y avait un courant littéraire qui s'appelait le lettrisme. C'est-à-dire où les gens avaient estimé qu'on avait tellement utilisé les mots qu'il fallait se donner comme matière première les lettres. Alors, ils inventaient des mots, ils inventaient des sons, donc c'était joli. J'évoque cet aspect-là dans le bouquin. Tout a été écrit, je ne sais pas, certainement pas, et je crois qu'on écrira encore pendant très très longtemps, mais enfin, on a eu Céline, on a eu Proust, je m'en tiens à la littérature française, on a eu absolument tout ce qu'on veut, on a eu James Joyce, on a eu le nouveau roman, on a eu Fitzgerald, on a eu Fitzgerald, on a eu des monuments, on a eu Balzac, on a eu Dostoïevski, on a eu vraiment des choses extraordinaires. Comment écrire un roman après Dostoïevski? C'est complètement fou, ça n'a pas de sens. C'est mission presque impossible. Mission impossible, on est d'accord. Voilà. Et pourtant, on écrit encore, et on n'a jamais publié autant de livres, et des bons livres. Il y a des choses faiblardes, mais il y a des choses très intéressantes, et c'est que ça correspond à un besoin d'écriture d'abord, de la part de l'écrivain, et de lecture de la part du lecteur. Alors, mais forcément, on se pose la question, vous dites, on n'a jamais écrit autant de bons livres, mais en fait, par quels critères on décide qu'un livre est bon? Quand vous posez en tant que critique, là, vous vous amusez, on l'a dit, mais est-ce que Robert Colonna-Distria, vous êtes aussi critique littéraire. Est-ce que c'est le critique qui fait le bon livre aussi? Vous savez, comme en art contemporain, où le critique d'art permet à un artiste d'avoir une cote? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'à l'origine, ce qui fait un bon livre, c'est celui qui l'écrit. Ça, on est d'accord sur le style. Mais est-ce que ça lui donne une dimension supplémentaire? Non. Et ensuite, il y a un autre acteur qui fait un bon livre, c'est le lecteur. C'est-à-dire que si le lecteur, il trouve son compte, si le lecteur se dit, tiens, ça c'est bien, ça c'est un livre que j'aurais aimé écrire, ou c'est un livre dans lequel je me retrouve, ça c'est un livre qui est drôle, qui stimule mon intelligence, qui me distrait, qui m'instruit, je crois que c'est lui, le lecteur, qui va faire le bon livre. Alors, le critique, c'est un passeur. Le critique, c'est celui qui reçoit des livres, c'est celui qui a la curiosité d'aller voir les livres qui se publient et qui en parle. Mais malheureusement, les critiques, on ne les entend pas toujours. C'est-à-dire que parfois, leurs propos sont noyés au milieu de toutes les informations dont on est abreuvé. Et puis parfois, ils ont la chance d'être entendus, de faire mouche, leurs propos sont repris, les collègues qui cherchent un bon livre se disent « Tiens, machin a parlé de ça. » Voilà. Je crois que c'est un tout, si vous voulez. Pourquoi, à un moment donné, on entend parler de Paul Cézanne ? D'abord parce qu'il y a Paul Cézanne, ensuite parce que peut-être on a besoin de voir Paul Cézanne à un moment donné, et puis parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui font que le peintre en question est à peu près en phase avec son époque. Le moment est important. Le moment est important, et s'il était arrivé 5 ans plus tôt ou 5 ans plus tard, on n'en aurait jamais entendu parler. Et je crois qu'un livre, c'est un petit peu la même chose, c'est une harmonie avec une époque, un livre est réussi quand il dit quelque chose d'important au moment où il sort. Alors, je le dis aussi aux téléspectateurs, le lecteur va pouvoir voter pour les livres que vous critiquez, en tout cas que vous mentionnez dans cet ouvrage. Et je crois savoir que l'éditeur s'engage à le publier, c'est un petit peu ça? Et l'éditeur s'engage à le publier, mais moi je m'engage surtout avant à l'écrire. Voilà. Alors moi j'ai mon petit préféré, le livre de la jalousie. Ouais, enfin, je voterai pour le grand livre de la jalousie. Je voterai pour ce livre-là. Juste une dernière question avant de nous laisser, Robert Colonna-Distria. Il y a plein d'auteurs, Costantino de Lobarire, il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Ah oui, celui-ci, je l'aime bien.
ni ni trop de Balzac. Retro, ni ni trop de Balzac. Ce sont tous des anagrammes? Oui, ce sont des anagrammes de mon nom. Comme j'ai beaucoup de lettres dans mon nom, je me suis amusé à les tripoter Voilà, dans tous les jusqu'au sens. bout le jeu, littéraire. Et en donner une version un peu grotesque à me mettre à la fois en scène et de façon un peu ridicule pour me moquer aussi de moi-même, puisque je me moque de tout le monde, quoi. Alors, oubliez les 562 à peu près livres qui ont été édités cette année. On vous conseille fortement Le Testament du Bonheur. Tout est écrit dans le titre, Le Testament du Bonheur, aux éditions du Rocher, de notre invité Robert Colonna d'Istria. Merci beaucoup, mon cher Robert. Merci. J'attends l'un des livres. La suite. Merci, à bientôt peut-être. À bientôt, j'espère. Vous le savez, chaque soir, nous essayons de décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce soir, Audrey Tordel nous propose un match. Facebook contre Twitter. C'est la séquence Pop Culture. Bonsoir, ma chère Audrey. Je te passe le livre de notre invité. Ah, merci. Je savais bien que je n'étais pas venue pour rien. Oui. Alors oui, tu t'es intéressé au grand match Twitter contre Facebook. Ouais. Alors il va y avoir beaucoup de choses dans ce match. Tu l'as arbitré de manière la plus objective. Et j'ai un tigre. Tout à fait. Ouais, référence à Rocky. Bien sûr, voilà. bien sûr. Oui. Alors on va commencer par la fréquentation, André. Tout à fait, oui. Alors les chiffres se basent sur juin 2016. Ouais. Je te laisse peut-être présenter. Non, le juin 2016. Alors d'un côté, il y a Facebook créé par Dieu Mark Zuckerberg. Dieu, j'aime bien. Je dis toujours Dieu Mark Zuckerberg. Et de l'autre Twitter, créé Twitter par Jack Dorsey, Evan Williams et Biz Stone. Alors concernant Facebook, le taux de fréquentation. Alors le taux de fréquentation, 1 milliard de personnes connectées chaque mois. Ce sont des chiffres donc qui se basent sur juin 2016. Et donc de l'autre côté, comme tu l'as dit, Twitter créé 2 ans plus tard, en 2006. Alors là aussi, Twitter comptabilise 313 millions seulement. Non, c'est énorme. Non, c'est énorme quand même. Mais c'est vrai que déjà, le chiffre stagne depuis quelques années. La courbe stagne. Donc, on peut dire que c'est une victoire. Ouais, tu prends pas trop de risques en disant que c'est une victoire. J'ai commencé facile, voilà. Ouais, voilà. Le second argument, en tout cas de confrontation de ces 2 réseaux sociaux les plus utilisés, parmi les plus utilisés, c'est évidemment l'interface. Oui. Ça, c'est important pour les internautes. Alors après la victoire écrasante par KO de Facebook, on va peut-être évidemment se pencher sur l'interface. Ouais. Et j'ai choisi d'illustrer avec ton compte Twitter. Voilà. Un joli compte Twitter avec plus de 1300 abonnés. C'est pas mal du tout. Bravo Philippe. Il faut continuer. Mais écoute, je compte bien continuer. Je suis très fière de toi en tout cas. Et grâce à moi, tu vas avoir encore plus d'abonnés. Ouais, ça serait bien. Bon, on va être honnête. Visuellement, Facebook et Twitter, c'est pas génial. Ils ne sont pas dingues tous les deux. Ou alors, si on est gentil, voilà, on va dire qu'ils ont misé sur l'aspect épuré. Comme en déco, voilà. Non, mais c'est vrai que le but, c'est d'être clair, c'est que effectivement l'inscription ne soit pas une prise de tête. Sinon, je pense qu'on serait tous partis s'il fallait mettre 50 fois notre adresse mail. Donc voilà, c'est simple, c'est pratique. Ça nous rappelle les blogs, Skyblog et compagnie. Alors les lignes sont Skyblog, MySpace. Les lignes sont tellement simples de Facebook et Twitter qu'elles en viennent parfois à se confondre. Alors, on a pris comme exemple la page de la chaîne, France 3 Corse via Stella. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, mais l'important, c'est d'être sur les 2 supports. Et côté contenu, très rapidement... C'est pour marquer aussi l'identité visuelle, que les supports se ressemblent aussi. Effectivement. Alors, côté contenu, sur Facebook, le statut est aussi important que les photos. Sur Twitter, le rapport à l'image n'est pas du tout le même. On n'est pas à la chasse au like, même si évidemment, plus on est tweeté, retweeté, et mieux c'est, ça va de soi. Mais sur Twitter, on peut parfaitement publier des photos, des vidéos, mais c'est avant tout l'expression d'une idée en 140 caractères qui prédomine. Oui, et ça plaît énormément aux journalistes, Twitter. C'est très utilisé par les journalistes. Alors, la victoire pour ce match-là, pour cette partie-là moins écrasante que pour la première, mais je dirais à nouveau Facebook, pour sa clarté, plus évidente que sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur Twitter et qui ont un petit peu lâché l'affaire. Le réseau Facebook semble plus intuitif de ce côté-là. 2-0. Voilà. L'interaction, Audrey. 3e manche. Alors oui, qui dit réseau social dit communauté. Mais ce principe de communauté se fait différemment selon où on se trouve. Sur Facebook, on va parler d'amis. J'ai 4000 amis, j'ai 3000 amis. Ce qui était passé par C'est-à-dire que sur les amis de chez soi, c'est un petit peu compliqué. Sur Twitter, on va parler plutôt de followers. J'aime beaucoup dire ce mot avec l'accent anglais. Oui, ou d'abonnés. Donc Twitter a un côté, comme tu le disais, Philippe, followers. Twitter, comme tu le disais, Philippe, il a un côté plus professionnel. On suit des gens qu'on ne connaît pas forcément. Ça peut être le cas sur Facebook, mais c'est moins souvent présent. Du coup, je dirais
un point partout pour cette catégorie-là. On arrive à notre dernière manche, alors qui rejoint un petit peu la précédente, puisqu'il s'agit de popularité. Quels sont les comptes les plus suivis? Alors, les faux comptes ou les vrais? Et non, parce que tout est là dans la nuance. Et oui, parce qu'il y a les faux comptes Twitter sont généralement très drôles, comme d'ailleurs le faux compte de Donald Trump, qui n'hésite pas. Voilà, enfin, on lui prête évidemment des positions, mais je pense qu'il approuverait. Je pense qu'il ne doit pas être très loin. Non, je pense que si on traduisait ce qu'il disait, le faux compte de Donald Trump. Non, concernant les vraies personnes, enfin. En tout cas, on présume qu'elles existent. Vous avez sur Facebook Rihanna, plus de 80 millions d'abonnés sur sa page. Il y a Eminem, qui est le grand gagnant, plus de 91 millions de fans. Ou encore Katy Perry, plus de 70 millions. Katy Perry qu'on retrouve sur Twitter, c'est la reine du petit oiseau. Plus de 93 millions de personnes qui la suivent, suivie de Justin Bieber. Qui ça ? Justin Bieber. D'accord, je voulais que je refasse une seconde. Votre fille sera très amoureuse de lui plus tard. Plus de 88 millions de followers sur Twitter. Et alors, surprise, on parle là évidemment de stars de la chanson, du cinéma, etc. Barack Obama. Sur Twitter, plus de 70 millions de personnes qui le suivent. Et alors, POTUS, c'est le mot, son mot sur Twitter, je crois. Ah oui. Et alors, chose étonnante, une chaîne a donc plus de 64 millions de followers. C'est la chaîne de YouTube. Elle a un compte sur Twitter et elle est très, très, très suivie. Donc, imaginez 64 millions de followers. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une chaîne. Donc, pour cette dernière catégorie, parce que vous allez me poser la question, Philippe. Tu allais me la poser, d'ailleurs. Qui a gagné le match, Audrey ? Eh bien, c'est Facebook. Eh oui, c'est Zuckerberg qui a gagné. Et il faut dire qu'il y a un tel écart entre les deux, notamment au niveau du taux de fréquentation, que ça compte double. Donc, Twitter est loin d'être mort, mais c'est vrai qu'il stagne un peu depuis quelques années. Donc, Facebook est quand même bien loin. Alors, il semble que Twitter va élargir le nombre de signes pour tweeter. Oui. Alors, je sais pas. Paraît-il. Je ne sais pas si ça va vraiment plaire aux tweetos. On va combien, peut-être 144 Peut-être. Merci beaucoup, ma chère Audrey. À très vite. À bientôt. La question de votre 20h, la Corse, rebelle ou patriote? Les journalistes Marie-Joseph Arrighi-Landine et Sébastien Pisani répondent. Bonsoir à vous deux. Comment ça va? Très bien. Je suis pas venu avec mon clairon, là. Non, mais on a senti de l'énergie dans votre entrée sur le plateau. Alors, la Corse, rebelle ou patriote? Sébastien Pisani, journaliste, notamment encore ce matin, on peut lire suivre votre plume. Et Marie-Jo Arrighi-Landine, qui vient tous les mardis et tous les jeudis. C'est ça. Tous les deux face à face. Alors, nous sommes justement le mardi 4 octobre et nous fêtons la libération de la Corse. Alors, petit tour en arrière, il s'agissait de l'opération Vésuve, de son nom de code, qui débuta le 8 septembre pour terminer le 4 octobre. La question du 20h, la Corse, rebelle ou patriote? Sébastien. Les rebelles, mon capitaine. Non, alors c'est peut-être un peu facile de répondre comme ça, parce que c'est vrai qu'on va un peu vers le cliché habituel du type corse qui se veut nécessairement rebelle. Mais j'aime bien quand même ce terme de rebelle, parce que pour moi, il incarne cette conscience assez aiguë d'un destin que les Corses ont tendance quand même à aimer tracer eux-mêmes. Alors vous faites référence justement à cet épisode fort important qui est celui de la libération de la Corse. Mais déjà en 1938, il y a le fameux serment de Bastia. C'est vrai. Et à l'époque, alors on peut y voir, et c'est évidemment du patriotisme, puisque là, Bastia, on dit son attachement à la France face aux menées irrédentistes italiennes, mais il n'en reste pas moins qu'on prend un peu finalement de court, même le gouvernement français. Daladier arrive dans la foulée et dit « Mais vous inquiétez pas, aux Corses, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber sous le joug de l'Axe pour autant. » Le pauvre Daladier s'est quand même pas mal trompé. Donc je vous dis, pas forcément un esprit rebelle, mais une conscience aiguë du fait de défendre son propre destin. Voilà ce que je vois. Marie-Jo. Oui, c'est vrai que c'est assez ambigu parce que pendant justement la libération, on se retrouve avec une Corse qui se rebelle évidemment. Mais est-ce que c'est par patriotisme? Puisque la patrie, à ce moment-là, elle a donné son blanc-seing aux nazis. Donc, je ne sais pas vraiment si, du coup, on peut vraiment parler de patriotisme. Alors, c'est vrai qu'il y a la nation française, la patrie derrière, c'est une évidence. C'est vrai que les Corses ont été, et déjà pour la Première Guerre mondiale, quand même, vraiment des patriotes, en tout cas des gens qui avaient le sens du devoir, qui avaient vraiment envie de faire leur devoir, même si c'était pas une forte envie d'aller à la guerre, mais en attendant de faire leur devoir.
Donc on se retrouve sur une situation qui est un petit peu ambiguë, où à la fois être rebelle à ce moment-là, c'est aussi être patriote. Oui, on est sur une ligne de crête, c'est ça, un petit peu, on bascule soit dans l'un, soit dans l'autre. Alors il y a eu de grandes résistantes, je dois le dire comme ça, grandes résistantes en 39-45. Je pense à Daniel Casalou notamment, mais est-ce que c'est, d'après vous, la dimension politique, patriotique qui ressort, ou c'est aussi cette dimension, ce côté plus rebelle? Parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits sur, pas forcément qu'en Corse d'ailleurs, sur cette dimension-là, rebelle, patriote, concernant, y compris les mouvements de résistance français. Est-ce que c'est applicable à la Corse? Est-ce que la Corse, le sentiment d'appartenance à un territoire, une terre, une histoire, un peuple, fait qu'on n'était pas plus rebelle? Il faut toujours se méfier de la relecture d'événements passés à l'aune de ce que l'on vit aujourd'hui. D'autant que quand vous parlez de résistants et de résistantes, après, sans entrer dans du cas par cas, les démarches sont des démarches quand même individuelles. Vous savez que c'est le mouvement communiste. Évidemment, voilà. j'allais en arriver là. Voilà. Fred Camarone, pour moi, incarne une forme de patriotisme, cet attachement très fort à la France. Il fait quand même partie, je crois qu'il a eu un début de parcours un peu dans la préfectorale. Il fait partie des premiers à rejoindre De Gaulle à Londres. Et puis on sait comment il est mort dans cette cellule ajaxienne en écrivant avec son sang « Vive De Gaulle, vive la France ». Bon, pour moi, il incarne ce patriotisme évident et très directement lié à la France. Ensuite, effectivement, il y a tout le cas les cas de ces patriotes très ancrés dans la démarche du Parti communiste, qui transcendent un peu les frontières. Alors, je pense que ces gens se battaient évidemment pour une certaine idée de leur terre, la Corse, de leur pays, la France, mais au-delà aussi un idéal qui était un idéal communiste. Alors, est-ce que ça dit quoi de la société corse, y compris si on regarde par le spectre de l'histoire aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la société vit au rythme, enfin en tout cas, à un côté plus rebelle ou est plus attachée aux valeurs? Il n'y a pas Daniel Arnaud sur le plateau ce soir. J'en en profite. Est plus attaché aux valeurs de la République. Je force le trait, évidemment. Les deux, mon capitaine. Ça devient compliqué. Oui, j'avais envie un peu de vous. Mais oui, mais bon, forcément, on retrouve les deux. Daniel, la semaine dernière, nous a fait un grand moment sur le. On n'a pas parlé de l'instant important qui est lié, puisqu'on est parti de la Seconde Guerre mondiale, de l'aspect commémoration. Ce que dit une commémoration de la société, exactement. Très important, c'est des moments très forts. Derrière le devoir de mémoire, il y a bien sûr l'attachement à un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs françaises ou des valeurs liées d'ailleurs à certains éléments qui découlent de la résistance. La liberté de la presse, par exemple. Aujourd'hui, au pied des monuments aux morts, on parle aussi de liberté de la presse, de lutte contre le terrorisme. On ancre aussi les choses dans une vraie actualité. Moi, quand même, je vois une chose, parce que quand on dit rebelle, il y a un élément aussi quand même qui se détache à mon sens. C'est ce qui se passe aussi là dans une franche contemporanéité avec le mouvement nationaliste. Pour moi, il y a quand même deux imaginaires. Et il était temps parce que j'essayais à s'opposer. Oui, mais c'est pas si nouveau que ça. Vous savez ce qui se passe 1925, eh bien, on inaugure une stèle à Ponte Novo pour dire 1769, bataille de Ponte Novo. Et vous voyez, c'est quand même pas tout à fait récent que commencent à s'opposer ces deux imaginaires dont je vous parle. Il y a une forme de patriotisme qui est pas tout à fait le même. Ouais. Et ils se sont beaucoup opposés également en littérature, ces deux notions rebelles et patriotes. Alors, c'est passé très vite aujourd'hui. Oui. Il reste 40 secondes. Il reste que 40 secondes. C'est merveilleux. Donc on va commencer avec vous, Marie-Jo. 40 secondes, la Corse. Alors, on n'a pas tout dit, évidemment, il y avait plein de choses. Mais la Corse, rebelle ou patriote? Écoutez, à mon avis, en tout cas, fidèle à des valeurs qui, justement, le font passer du statut de rebelle au statut de patriote. Et c'est vrai qu'au cours des siècles, au cours de son histoire, elle a été fidèle, comme Calvi, aux Génois contre Paoli, à Paoli contre la France. Enfin, ça, c'est Calvi, c'est une ville simplement. Après, c'est de la Corse, une grande partie de la Corse contre la France, donc en 1768-1769. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, on part presque la fleur au fusil. C'est vrai qu'on a eu des inégalités sur la mobilisation, mais mon grand-père a falsifié ses papiers pour partir quand même. Et maintenant, à l'âge de 16 ans. Et là, maintenant, on est dans une période un petit peu plus sereine où, effectivement, il y a un nouveau type de patriotisme, celui justement des nationalistes. Mais par rapport à quelle patrie, du coup? Voilà, ce sera là pour une prochaine question. Sébastien,
Très bien, écoutez, Ah ouais. je crois qu'effectivement, ce avez sur vite. quoi termine Marie-Jo est assez intéressant parce que, évidemment, que s'exprime toujours un patriotisme fort au cours de ces cérémonies, notamment liées à la libération de la Corse, en direction sans doute de la France, mais je trouve quand même que la Corse se trouve en ce moment un peu à la croisée des chemins, parce que depuis le mois de décembre, il y a une certaine rhétorique. Décembre 2015. Décembre 2015, oui, tout à fait. Une certaine rhétorique liée donc eh bien, à une forme de patrie qui là rentre dans les faits. Alors, qu'est-ce que ce patriotisme-là va devenir au gré des réussites ou des échecs nationalistes? Je pense que voilà, il y a une partie une nouvelle forme de patriotisme qui est en train de s'écrire. Attendons de voir. Ça, j'imagine que c'est intéressant pour les deux journalistes, les deux Passionnant. observateurs attentifs C'est de la vie passionnant. publique. Ça bouge, Vous êtes. c'est sûr, c'est C'est sûr. ça, Oui, il y ça a beaucoup bouge. de choses à observer, des nouveautés justement. Merci beaucoup à vous deux. Ce fut court, mais intense. Merci, à très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur les antennes de France 3 Corse via Astel, évidemment. Et moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure. France 3 Corse via Astel pendant le 20h.